Le scénario du pire. The initial shock was just phenomenal. You can't believe that two people have just done that in front of you. It's okay, no, stay where you are, stay. Bonjour, je suis Julie. Et je suis Philippe. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 3 du scénario du pire. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques. Dans le scénario du pire, nous choisissons des histoires vraies qui feraient des bons films. Et aujourd'hui, nous sommes dans la tradition du film d'anthologie, qu'on appelle aussi le film porte-manteau ou le film omnibus. C'est-à-dire qu'on va raconter des histoires différentes, mais sous une ombrelle. Alors aujourd'hui, on va raconter plusieurs histoires, on va en raconter 3. Et nous accueillons une invitée, qui est une usual suspect du scénario du pire, c'est Deria de Psychopost DK. Alors, bonjour Deria. Bonjour. Salut. Salut. Est-ce que tu peux te représenter et dire ce qu'est Psychopost DK ? Alors, Psychopost DK, c'est une page de vulgarisation scientifique en psychocriminologie. Je suis psychologue formée en psychologie légale et j'ai une formation aussi en criminologie et aussi en victimologie clinique. Donc, j'ai dédié cette page Instagram Psychopost DK, donc sous le nom de Psychopost DK, pour essayer un peu de sensibiliser le public par rapport à des questions de criminologie, de psychologie légale, surtout ce qu'on voit un peu à la télé, dans les séries, c'est un peu sensibiliser sur ces sujets-là, faire un peu le rapport à la réalité du terrain et aussi partager certaines connaissances dans le milieu. Donc on recommande vraiment à tous les auditeurs de s'abonner à la page. Donc c'est Psychopost, psycho avec un K, c'est ça. Post DK. C'est voilà. ça. Alors la semaine dernière, on a parlé de Midsommar, le film, mais aussi la fête scandinave. La fête scandinave qui a inspiré le film d'horreur assez célèbre. Et donc on va rester en Scandinavie dans les histoires du jour. Nos histoires du jour parlent d'une promenade fatale, de pommes pourries, d'un ange gardien et d'une folie à deux. Alors check. Checkpoint tout ? Ok, ça tourne. Alors c'est moi qui vais commencer parce que l'histoire que je vais vous raconter, elle est en écho avec l'épisode précédent. Donc on avait parlé de Sigvard Turneman, un occultiste, yogi, homéopathe, mais aussi chef de secte et aussi assassin et aussi gangster, donc un personnage assez complexe et fascinant. Polyvalent. Ouais, très polyvalent, exactement. Dans l'histoire de Turneman, il prétendait qu'il était capable d'hypnotiser des gens et de les pousser grâce à l'hypnose au suicide ou à des relations sexuelles. Eh ben, il y a une autre histoire qui s'est passée aussi en Scandinavie. Alors, on va quitter la Suède. Ça se passe au Danemark. C'est l'histoire d'un double meurtre perpétré en 1951. Alors, c'est un homme qui est nommé Pelle Hardrup qui est arrêté pour avoir tué 2 employés de banque lors d'un braquage. Alors, il entre dans la banque, tire vers le plafond. Ensuite, il jette un sac en direction d'un employé et lui ordonne de remplir le sac de cash. L'employé ne s'exécute pas tout de suite. Il est un peu paralysé par la peur. Et donc, Hardrup l'abat tout de suite, sans sommation. Il se retourne vers le directeur de l'agence, lui ordonne de prendre le sac et de remplir le sac à son tour. Le gars hésite aussi et il se fait abattre dans la foulée. Donc les 2 mecs sont abattus et morts. Et Hardrup s'enfuit à vélo. Un homme se lance à sa poursuite, un mec bien courageux, un passant qui a vu qu'il y avait un braquage. Hardrup parcourt à peine 400 mètres et puis il s'engage dans un immeuble. Il y a des témoins qui alertent la police pour dire que le suspect est rentré dans un immeuble. Donc la police se rend sur place, Hardrup est rapidement retrouvé et se rend sans résistance. Et à la grande surprise des policiers, quand ils l'emmènent dehors, c'est comme s'il sortait d'un concert. Donc il salue la foule, il sourit, il est super content d'être là. Au commissariat, il avoue tout de suite. Oui, il a tué 2 personnes, mais les policiers trouvent qu'il a un comportement inhabituel, assez étrange, pas assez connecté à la réalité. Les policiers disent que c'est comme s'il était en transe, et le gars explique aux policiers qu'en fait il a tué, mais c'est son ange gardien qui l'a poussé à commettre ce crime. Il a la conscience tranquille, quoi. Oui, tout à fait, il est à l'aise. C'est pas de sa faute. Ouais, c'est une bonne excuse. Et dans la foulée de l'arrestation, il y a un autre monsieur qui s'appelle Björn Schau Nielsen qui contacte spontanément la police. Et en fait, il est inquiet parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Hardrup s'était enfui à vélo et en fait, le vélo appartient à Nielsen. Et donc, il se dit, mais comme il s'est enfui sur mon vélo, est-ce que je risque quelque chose ? Et donc, il veut être sûr que la police ne va pas l'inquiéter. Évidemment, le coup de fil inquiète la police, ça alerte la police en disant, tiens, pourquoi le gars nous appelle ? Donc, ça allume, oui, c'est exactement, ça allume une petite lumière. Et donc, la police commence à enquêter et il se rend compte que Nielsen et Hardrup se connaissaient
parce qu'ils étaient compagnons de cellule. Pourquoi ils étaient compagnons de cellule, hein? Je rappelle qu'on est dans les années 50. C'était 2 collaborateurs de guerre, qui collaboraient avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce sont 2 traîtres qui ont été condamnés pour leur trahison envers la Suède. Hardrup, c'est on va dire le pire des 2 en termes de collabo, parce qu'il faisait partie d'un corps qui s'appelle le Hippokorps. Et le Hippokorps a participé à la répression allemande au Danemark. Et en fait, il collaborait avec la Gestapo. Ah. Ouais, donc tu vois, c'est pas les gars sympas, quoi. Ouais, donc, non, c'est pas les gars sympas du tout. Qui traquaient les combattants de la résistance, les juifs, etc., pour le compte des nazis. À la libération, il est condamné. Il a 23 ans quand il rentre en prison et il rencontre Nielsen, son compagnon de cellule, qui lui en a 30. 23 ans. Oui, il a 23 ans. C'est Ouais. super jeune. Ouais, c'est super jeune, ouais. Bon, après, ils étaient engagés genre à 17 ans. Ouais, à 18 ans. ouais. Ouais, c'est l'âge normal. Mais c'est vrai que c'est Oui, terrible, quoi, à l'heure actuelle, 23 ans. Ouais. C'est jeune. En prison, ils se découvrent des intérêts communs. On va revenir un peu à Tourneman, parce que leurs intérêts communs, c'est le yoga et l'hypnose. C'est fou ça que c'était aussi célèbre en 1950. Je pensais que c'était Eden Abbès qui avait lancé. Ah non, c'est le yoga. Ouais. Non, donc là, c'est vraiment le yoga et l'hypnose qui les passionne. Ouais. Et selon de nombreux témoignages, Nielsen aurait pris un ascendant énorme sur Hardrup. Il pratique l'hypnose sur lui quotidiennement. Et Hardrup est visiblement très très réceptif à l'hypnose. Et dans les séances d'hypnose, Nielsen prétend rencontrer un ange gardien qu'il appelle l'ange gardien X. C'est pas foulé sur le nom. Mais... Ouais. Il le rencontre lors de transes hypnotiques. Et il explique à Hardrup que l'ange parle à travers sa bouche. Et donc tout ce que Nielsen va dire à Hardrup le prend comme les paroles de cet ange gardien. Au début, l'ange gardien ordonne à Hardrup de couper les ponts avec les autres prisonniers, de n'avoir des contacts plus qu'avec Nielsen. Il s'isole de plus en plus, et Nielsen, étant encore son pouvoir sur lui, arrive à le persuader de couper aussi les ponts avec sa famille. Donc il n'a plus de contact ni à l'intérieur de la prison, ni à l'extérieur de la prison. Contrôle total. Contrôle total. C'est marrant ce que j'avais écrit contrôle total. Les 2 hommes bénéficient d'une amnistie en 1949. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps en prison, mais à leur sortie de prison, ils continuent de se fréquenter et continuent les hypnoses. Et l'ange gardien ordonne à Hardrup de partager son salaire d'ouvrier avec Nielsen. C'est y faire. Il sait y faire. Mais Nielsen, il dépense beaucoup d'argent, et donc la moitié d'un salaire d'ouvrier, ça ne lui suffit pas. Et donc il va lui demander de commettre un braquage au nom de l'ange gardien. Mais pas de tuer. Non. Mais du coup, il était pas bien préparé, quoi. Parce que j'avais vu ça que par exemple pour les très grands, ceux qui sont des très forts pour hypnotiser des gens, en fait le cerveau humain dans tout ce qui est danger ou ordre un peu dangereux, le cerveau humain reprend le contrôle. l'ascendant. Donc on peut pas dire à quelqu'un sous hypnose de sauter d'un pont ou de tuer ou de... Il y a quand même une barrière. Une barrière, un réflexe de survie ou de conscience. C'est tout l'enjeu de ce qui va suivre, parce que la police engage un psychiatre pour évaluer la responsabilité de Hardrup. Ils font même appel au chef psychiatre, il faut une pointure, il s'appelle Max Schmidt, et il confirme que la piste que les enquêteurs avaient élaborée tient la route. Nielsen a conditionné Hardrup à lui obéir et il profite de sa faiblesse psychologique. Enfin, on va revenir à jusqu'où tu peux forcer quelqu'un sous hypnose. Ouais. Alors Schmidt, donc le chef psychiatre de la police, est accompagné d'un autre psychiatre qui s'appelle Paul Reider. Donc c'est vraiment un duo de psy spécialistes en hypnose. Et ils vont hypnotiser eux-mêmes le tueur, donc Hardrup, à plusieurs reprises. Alors au début, il résiste énormément à l'hypnose. Donc on sent que le gars est conditionné pour ne pas être hypnotisé par quelqu'un d'autre que par Nielsen. Mais à un moment, ils arrivent à craquer ça, et Hardrup commence à parler de son ange gardien. Il explique que l'ange lui avait ordonné de commettre le vol. Le psychiatre estime que, alors là je vais citer un extrait, il ne fait aucun doute que l'homme obéirait aveuglément et sans scrupule à tous les ordres de l'ange gardien. Il faut évidemment se demander, est-ce que l'hypnose peut te pousser à tuer ? Et le psychiatre va estimer qu'il est possible d'utiliser l'hypnose pour pousser quelqu'un à tuer, à condition que ça soit moralement acceptable pour la personne qui tue. Oui, donc c'est une technique de manipulation et de contrôle de la personne hypnotisée. Voilà. Ouais. Aussi, se dire aussi que peut-être pour la personne, donc le tueur ici, c'est quelque chose que finalement il aurait peut-être fait dans d'autres conditions en ayant pleine conscience de ses esprits. Ouais. Bon, déjà, il a été collabo pendant la guerre, donc sa morale est poreuse, on va dire. Oui. Nielsen, lui, nie évidemment. Il dit que cette histoire d'ange gardien, c'est quelque chose qui a été inventé par Hardrup pour excuser le geste et pour réduire sa responsabilité. Malgré tout, et ce sera la première fois, et je me demande si ce n'est pas la seule fois dans l'histoire judiciaire, le tribunal va condamner les 2 hommes. On va considérer que l'hypnotiseur Nielsen, on sait qu'il l'a hypnotisé en prison, donc on sait qu'ils avaient cette relation-là,
Mais donc le tribunal va accepter cette thèse que quelqu'un a tué sous hypnose. Ardrup, lui, il est envoyé dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée, et Nielsen est condamné à la prison à perpétuité. Mais on est en Scandinavie, donc les peines de prison sont rarement exécutées jusqu'au bout, donc en 67, ils sont libérés tous les deux, mais on sait qu'ils ne se sont plus fréquentés après. Ah, c'est une bonne Oui, chose. c'est déjà une bonne chose. Nielsen va se suicider quelques années plus tard, donc en 1974, et Ardrup, lui, va vivre très longtemps, et il meurt discrètement en 2012. Ah oui. Il faut quand même préciser que cette décision judiciaire a été critiquée parce qu'il y a pas mal d'experts qui disent qu'on ne peut pas aller jusque-là dans l'hypnose. Pousser quelqu'un au meurtre, même si c'est dans son code moral, c'est probablement impossible sous hypnose. Le verdict a été prononcé avec 2 experts qui disaient oui, c'est possible, mais la majorité des experts aujourd'hui va considérer que c'est pas possible de tuer quelqu'un sous hypnose. J'avais vu ça dans un reportage, une interview dans l'hypnotiseur disant que non, c'était... C'est pas possible. C'est pas possible, non. Bah, t'imagines, sinon... Oui, on pourrait faire des Enfin, trucs. il y aurait beaucoup plus de gens qui l'utiliseraient. C'est clair. C'est un peu inquiétant. Jag har mördat 4 män. Jag har mördat 4 män. Jag har mördat 4 män när de är i himmelen. Lät träffa dem igen, ta mig fan. Där står bödeln med sin huva så röd. Där står bödeln med sin huva så röd. Med sitt världhuvud röd, han ska bli min bleka död. För det är hans levebröd, ta mig fan. Alors, ça ferait un bon film, et du coup, ça a fait un film. Alors, je ne sais pas s'il est bon ou pas. C'est un film finlandais qui s'appelle Transmeurtrière. Le titre est un peu nul, mais j'ai pas vu. Le film, il est très difficile à voir. Il n'y a pas d'extrait non plus sur YouTube. C'est un film assez récent, je pense que c'est 2018. Ah oui? Oui. Et il y avait rien de disponible? Non, c'est le premier film sur cette histoire, mais voilà, finlandais, tourné en Croatie, donc je pense que c'est pas un film qui a fait une grande carrière. Voilà, moi je me dis que ça ferait un bon film, et finalement on ne doit pas forcément le placer en Scandinavie, donc j'avais fait un petit casting. Alors pour Ardrup, j'avais pensé à Daniel Radcliffe, Harry Potter, mais qui a vieilli. Hein, donc, ouais. Mais je trouve que c'est un bon acteur. Oui, très très bon acteur. J'avais pensé à Cillian Murphy pour Björn Nielsen. Ah, oui, de celui qui joue dans la série... Peaky Blinders, je sais pas quoi. Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'est ça. C'est vrai qu'il sourit jamais, ce gars. Non. Et... enfin, bon, il est peut-être très drôle, hein, mais il ne sourit pas beaucoup. Il est réputé pour ça. Oui, c'est vrai. Hein. Et pour le psy, là, j'avais plusieurs options. J'avais pensé à George Clooney, à Denzel Washington. Ah oui. Et pourquoi pas à Sandra Bullock. Ouais, pas mal. Ah, donc tu avais beaucoup de psy en tête. Voilà, donc ça clôture mon histoire courte. Et donc, je te propose, Julie, de raconter l'histoire suivante. L'histoire numéro 2 qui se déroule en Suède en 2008, et plus précisément dans la localité de Loftahammar. C'est un petit village agricole paisible au sud de la Suède qui compte 400 habitants. Loftahammar est entouré de forêts et est bordé par un lac qui s'ouvre vers la mer. Ça doit être très joli. Oui, c'est très joli. J'ai vu des photos, c'est super joli. Loftahammar est aussi un joli port de plaisance. C'est un paysage typique de la Suède. C'est magnifique, mais l'hiver y est très rude et l'automne un peu triste. Et au tout début de l'automne 2008, le village est le théâtre d'un fait divers très énigmatique et très atypique. Lors d'une froide journée de septembre, Agneta Westlund décide, comme à son habitude, d'aller se promener avec son chien Yok dans les bois. Elle va promener son chien. Et Agneta est une paisible retraitée de 63 ans. Le temps passe, mais elle ne rentre pas. C'est inhabituellement long. Ingmar Westlund, son mari, qui est âgé de 68 ans, s'inquiète pour elle. Il craint qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et il se lance à sa recherche. Ingmar connaît les trajets qu'aurait pu emprunter Agneta. Et après quelques heures, il retrouve son corps sans vie, tuméfié, gisant dans les bois, non loin du lac. Ingmar est dévasté, il appelle la police et les conduit vers la scène du crime. Agneta est blessée à de multiples endroits, aux jambes mais principalement sur le haut du corps. Elle semble avoir été battue à mort. Mais la police a des doutes sur le récit que vient de leur faire Ingmar. Dans ce genre de cas, le mari, c'est souvent le premier suspect. Exactement. Et il est peu probable qu'un prédateur ait attendu dehors dans le froid dans l'hypothèse improbable qu'une victime potentielle croise son chemin. Surtout que c'est un petit village et qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. C'est jamais impossible, hein, mais bon, oui. C'est très compliqué à y croire. Et apparemment, Agneta n'avait pas d'ennemis. Comme toujours. Oui.
De plus, Ingmar a déplacé le corps. Les policiers décident de l'arrêter. Après 10 jours de détention, Ingmar, qui clame son innocence, est relâché faute d'éléments suffisants à charge, mais reste le premier suspect dans la mort de sa femme. Et au bout de 6 mois d'enquête, la police abandonne les charges qui pèsent sur Ingmar, mais omettent de l'en avertir. C'est pas très professionnel. Non, non. Non, pas du tout. Et Ingmar ne sait donc pas qu'il n'y a plus d'enquête le concernant. J'espère qu'il n'est pas trop angoissé. Ingmar est devenu un paria dans sa communauté. Alors que tout le monde appréciait la famille Westling, plus personne ne veut s'associer à un homme soupçonné d'avoir tué sa femme. 300 personnes assistent aux funérailles d'Agneta, mais ignorent Ingmar. Tout le monde, à part les 2 enfants qu'il a eus avec Agneta, le voit comme un assassin. Il perd ses amis et une partie de sa famille se détourne de lui. Et dans une petite communauté comme celle de Loftahammar, quand on est ostracisé, on est vraiment, vraiment seul. Très déprimant d'ailleurs. Ouais. Oui. Un nouvel examen est demandé aux légistes, et des échantillons de fourrure et de salive sur le corps d'Agneta ont été prélevés, mais n'avaient pas été analysés dans un premier temps. Les enquêteurs avaient immédiatement fait l'hypothèse que les poils et la salive étaient ceux du chien, Yoki. Mhm. Voilà. Surtout qu'on ne sait pas c'était quelle sorte de chien, c'était Ah ouais. peut-être un chien... Alors j'ai vu la photo du chien, Ah. donc c'est un petit Yuki, quoi. Ah, oui. Bon, c'est pas un Saint-Bernard. Non. Ils se sont imaginés, en effet, que le chien avait paniqué et léché le visage de sa maîtresse pour manifester son inquiétude. Le résultat est formel. La fourrure et la salive provenaient d'un orignal, donc ce qu'on appelle chez nous un élan, voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas au Québec. Ils disent orignaux aussi. Un orignal, des orignaux. Ah c'est oui ça. Je sais pas. Mais si. Ah oui, si, oui, je te crois. c'est ça, ouais. La configuration des blessures sur le corps d'Agneta prouve que le tueur n'est pas un humain. C'était un peu nul comme chute, là, quand j'ai dit la phrase. Non. Non. Tu ça trouvais que c'était nul? Non, Non, c'était c'est pas pas- nul. Ah. Voilà, en fait, c'est surprenant. Ouais. C'est un peu frustrant, en fait. Ouais. On peut pas dire ça, mais bon. Un porte-parole de la police déclare « Nous considérons qu'il est très probable, compte tenu de notre compétence collective et de notre propre expérience, que la femme ait été tuée par un orignal. » À partir de ces constatations, le scénario de l'agression se dessine. L'élan, ce fameux orignal, aurait mangé des pommes fermentées, ce qui l'a rendu ivre et agressif. Agneta et son chien sont tombés nez à nez avec cet élan bourré, et le chien a aboyé, faisant paniquer l'élan qui a chargé Agneta et l'a tuée à coups de bois. Mais il y a eu une autopsie ou pas? Oui. Et ça confirme? Oui, oui. Oui, voilà. Mon Dieu. Mais oui, parce qu'apparemment, les... C'est des poils qu'ils ont sur les bois des élans, effectivement, oui, et de la oui, salive d'accord. d'élan. Ouais. Oui, et la police dit que grâce à leurs compétences collectives, ils Oui, ont oui. résolu cette enquête. Voilà. Oh la pauvre. En novembre 2009, la police organise une conférence de presse pour expliquer les détails de la mort d'Agneta Westlund. Le porte-parole de la police explique que l'improbable est devenu probable. Effectivement. Effectivement, oui. La mort d'une personne sous les coups d'un élan est rarissime. Ils sont farouches et ils ne se laissent généralement pas approcher. Mais bon, c'était un élan bourré. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas si on en rencontre souvent, mais... Je crois pas, non. Voilà. Mais ce sont des animaux très lourds et puissants, et ils pèsent souvent aux alentours des 500 kilos. Donc il serait pas rare que ces élans soient bourrés à cause de fruits fermentés qui se chargent en alcool. Mais il y a beaucoup d'animaux qui aiment bien se défoncer. Se saouler. Ouais. Et je crois que c'est les biches ou quelque chose comme ça qui mangent des crocus. Ok. Et en fait, il y a des vidéos, tu vois, elles mangent des crocus et puis elles sautent et elles ont l'air complètement stone. Ah oui. J'ai déjà vu des vidéos d'animaux. C'est pas les paresseux, enfin, les koalas, ils mangent aussi l'eucalyptus, c'est toxique. Mais je sais pas si c'est pour se défoncer. En tout cas, ça les fait dormir. Mhm. Donc il y a quand même pas mal d'animaux. Mais si, les mouches, elles sont bourrées aussi. Ah, les mouches sont bourrées? Oui, parce qu'en fait, tu vois, elles sucent aussi des fruits fermentés, Ouais. des aliments. Et en fait, apparemment, une mouche, c'est tout le temps bourré, quoi. Ah, c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à sortir quand la fenêtre est ouverte. C'est ça, quoi. On sait pas, mais elles sont toutes bourrées, quoi. Ok. Bon, je ne suis pas une experte en alcoolémie chez les animaux, mais voilà. Comme quoi, ça réunit vraiment toutes les espèces. Exactement. Oui, ouais. c'est ça, oui. Et dans ce cas, on se réfère à eux, donc les élans, comme étant des alcooliques. Donc, elk comme élan en anglais. hein. Voilà, Ouais. c'est ça, oui. Et un groupe d'élans ivres avait déjà terrorisé une maison de retraite, mais sans faire de blessés. Donc, apparemment, ils sont plutôt attirés par les personnes âgées.
Ça se peut pas se dire. Mais c'est pas, ça m'a choqué quand je... La proie idéale, hein. Elle Mais peut pas trop oui. courir, elle peut pas trop se défendre. C'est quand même abusé. Je sais pas pourquoi une maison de retraite, c'est bizarre quand même. Et l'histoire d'Agneta est le seul cas connu d'un crime commis par un orignal. Je crois que j'avais entendu cette histoire mais il y a longtemps, mais la réécouter là, c'est... c'est vraiment incroyable, quoi. Ce Ouais. genre d'histoire, c'est... Mais tu penses pas, oui, t'es enquêteur, à mon avis, tu penses pas à ce genre d'hypothèse. Ah non. Et puis Ouais. après, la réaction du mari et de toute la population qui a dû le juger, enfin, qui l'a jugé à tort, en fait. Mm. La colère qu'il a dû ressentir. Et surtout, ça a duré 1 an, mais quand même, c'est... Oui. C'est un an d'angoisse. Ouais, c'est un an an d'isolement, Ouais. ouais. De rejet. Plus le deuil. Plus quoi. le Ouais. Mm. C'est vrai. Ingmar est enfin lavé donc des infâmes soupçons qui pesaient sur lui. Et interrogé par un journal local, il parle du cauchemar qu'il a traversé avec ses enfants. Il attaque les autorités en justice et garde une grande amertume. Tu m'étonnes. Ingmar a 83 ans et selon les dernières nouvelles, il est toujours vivant. C'est tout. Eh bien, on va passer à la dernière histoire, donc l'histoire de Deria. Eh bien, pour la dernière histoire de cette série spéciale, je vais moi-même, pour la première fois de ma vie, vous exposer un cas très étrange. Mhm. D'ailleurs, je remercie encore l'équipe du Scénario du Pire de m'avoir invité à nouveau dans leur podcast. Avec plaisir. Et j'espère faire une bonne première impression en tant que narratrice d'un fait divers. C'est la première fois pour moi. Donc c'est parti. Bon, j'ai dit que ce cas était étrange, mais à mes yeux, il est vraiment énigmatique. Vous allez comprendre. Alors, cette histoire se fait connaître en mai 2008, lorsque les médias s'intéressent aux sœurs Eriksson, Sabina et Ursula. Ces deux femmes sont non seulement liées depuis la naissance, car elles sont jumelles, nées en Suède le 3 novembre 67, mais elles sont également liées de par les événements rocambolesques qu'elles ont provoqués en Angleterre et qui est connu sous le nom de l'incident de l'autoroute M6. Sabrina et Ursula sont jumelles monozygotes, je fais un petit peu ma scientifique, donc en clair, elles sont de vraies jumelles. On n'a pas d'informations concernant leur vie, mis à part qu'elles ont un grand frère et une grande sœur et qu'elles auraient vécu dans la précarité. Dans les années 2000, Ursula part vivre aux États-Unis et Sabina en Irlande où elle vit avec son compagnon et où elle élève ses 2 enfants. Séparées, les jumelles vivent donc une vie plutôt ordinaire, calme, avec semble-t-il aucun incident. Pas d'antécédents psychiatriques ni judiciaires connus non plus. On pourrait donc dire une vie sans histoire. Mais, à force d'écouter du true crime, on sait très bien que ce terme, sans histoire, cache presque toujours quelque chose de dramatiquement inattendu. Donc, en mai 2008, le 16 mai précisément, Ursula rend visite à sa sœur Sabina en Irlande. C'est l'occasion pour les 2 sœurs de se retrouver après ces années de séparation, de passer du temps ensemble. Mais je suis forcée de penser que ce sont des retrouvailles qui ont fait plus de mal que de bien, si vous voulez mon avis. Pourquoi ? Parce que le jour même, les jumelles décident de se rendre en Angleterre, mais sans que la famille de Sabina ne le sache. Pourquoi un départ aussi précipité comme ça ? On ne le sait pas, mais en tout cas, premier red flag, comme j'aime le dire. Le lendemain, donc le 17 mai, Sabina et Ursula arrivent en Angleterre et se rendent dans un commissariat de Liverpool, où elles expliquent être inquiètes pour les 2 enfants de Sabina qui sont restés auprès de leur père. Il semblerait que le couple se soit disputé la veille, le jour de leur départ donc. On ne saura pas si c'est une dispute par téléphone ou en face à face, mais ça m'étonnerait puisqu'elles sont parties précipitamment sans prévenir. Et j'imagine aussi que c'était la raison de la dispute. Peut-être. Peut-être. Oui. Enfin bref, en quittant le commissariat, elle décide de prendre le bus direction Londres via cette fameuse autoroute M6. Après un arrêt dans une station-service, le chauffeur refuse que les 2 sœurs remontent à bord car leur comportement est étrange. En fait, il y aurait eu des témoignages qui expliquaient que les 2 femmes semblaient très nerveuses, très méfiantes et que même leur inquiétude affectait l'état général des passagers. Et c'est là que survient le drame. Comme les 2 femmes ne sont pas autorisées à retourner dans le bus, elles décident de quitter la station-service à pied en empruntant la berne centrale de l'autoroute. Donc elles traversent l'autoroute à pied, ce qui crée forcément le chaos. Les voitures essayent de les éviter, il y a des accidents, c'est l'angoisse pour tout le monde. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle est accompagnée d'une équipe de tournage qui filme la scène. Et au passage, comme la station-service a aussi des caméras de surveillance, on peut encore retrouver des images des 2 femmes sur Internet si jamais ça intéresse les auditeurs. Et donc les policiers arrivent à appréhender les 2 femmes qui semblent s'être calmées, jusqu'à ce que Ursula fonce tout droit sur l'autoroute et se fait immédiatement faucher par un camion, et quelques secondes plus tard, Sabina imite sa sœur et se fait heurter par une voiture. Ouais, c'est super trash. Exactement. Les jumelles sont miraculeusement en vie. Sabina n'a rien, en tout cas rien de grave. Ursula, elle a 2 jambes cassées, et même si elle peut plus bouger, elle tente encore d'agresser les policiers en leur griffant et en leur crachant dessus. Ursula aurait également dit à un des policiers « Je te reconnais, je sais que tu n'es pas réel ». De son côté,
Sabina tente aussi de fuir la police et aurait hurlé « Ils vont te voler tes organes ». Elle agresse ensuite un policier en lui assénant un coup sur le visage. Sabina est finalement maîtrisée et une bonne dose de sédatifs l'aidera à se calmer. Donc la violence de la scène et la force physique des deux sœurs, là, c'est vraiment incroyable. Ouais, surtout après un accident. Exactement. Les deux sœurs sont emmenées à l'hôpital, mais ce n'est pas fini pour autant. La suite est pire. Hospitalisées, les deux femmes semblent revenir à leur état normal, donc elles ont retrouvé leur calme. Et étrangement, Sabina semble très détendue et s'autorise même à plaisanter avec les policiers. J'ai même pu voir une photo sur Internet où elle est toute souriante et il y a un flic derrière elle qui lui sourit aussi. Ouais, donc c'est assez spécial et il paraîtrait qu'un des policiers aurait dit être choqué par son comportement, que celle-ci ne semblait pas du tout réaliser ce qui venait de se passer. Donc c'était vraiment spécial. Ursula reste hospitalisée à cause de ses jambes, mais Sabina sera libre après un contrôle judiciaire et une petite visite devant le juge où elle reconnaîtra les faits ainsi que son agression. À ce stade, les femmes ont été testées pour alcoolémie et prise de stupéfiants, mais elles sont clean, si je peux me permettre l'expression. Pas comme l'élan. Ah oui, Elles sont pas alcooliques. Et aucune expertise psychiatrique n'a été réalisée non plus. Aucune. Non. Ils ont un peu vérifié l'état de Sabina d'un point de vue psychologique, mais comme elle répondait assez logiquement, on va dire, ils l'ont laissé partir. Parce qu'elle semblait dans un état un peu de transe, comme ça. Oui, mais elle semblait ne plus avoir de symptômes. Ok. Donc, ils l'ont laissé partir. Et une fois sortie de l'hôpital, Sabina parcourt les rues de Stoke-on-Trent à la recherche de sa sœur. Alors là, je n'ai pas trop bien compris. Je ne sais pas si elle avait déjà oublié que sa sœur était hospitalisée. Elle ne sait pas où elle est hospitalisée, en fait. Ok, d'accord. Je me posais la question. Ok. Donc, elle sort de l'hôpital et elle fait la rencontre de deux hommes, Peter et Glenn. Sabina dit qu'elle cherche un logement et Glenn lui propose de l'héberger, ce qu'elle accepte. Mais très vite, Glenn remarque des comportements douteux de la part de cet invité, ainsi qu'un discours qui laisse vraiment apparaître une forme de délire paranoïaque à ce moment-là. Elle semble très nerveuse, elle est inquiète, elle vérifie fréquemment ce qui se passe derrière la fenêtre de la maison de Glenn, elle mentionne qu'elle est à la recherche de sa sœur, elle parle de son mari qui serait violent avec elle, et puis d'un autre côté, on la voit très détendue, proposant des cigarettes à son hôte, avant de les lui retirer immédiatement, en croyant que les cigarettes étaient empoisonnées. Bref, la nuit passe. Le lendemain, Glenn, avec toute la gentillesse qu'il fait preuve depuis le début de cette rencontre, il tente de retrouver Ursula en téléphonant aux hôpitaux qui se trouvent à proximité. Et c'est dans la soirée que le nouveau drame arrive. Alors que Glenn se rend brièvement chez un voisin, Sabina, elle l'attend avec un couteau à la main. Et lorsqu'il rentre chez lui, elle le poignarde plusieurs fois. Glenn a juste le temps de ressortir de chez lui et de crier « Elle m'a poignardé » avant de s'écrouler sur le sol. Glenn mourra de ses blessures à ce moment-là. Mais c'est pas fini. Alors que le secours arrive au domicile de Glenn, Sabina, elle s'enfuit avec un marteau à la main et une tuile du toit. Bon, je sais pas comment elle a eu le temps d'aller chercher ça. Elle s'auto-agresse avec le marteau. Donc, elle se tape dessus, et elle arrive encore à agresser un autre passant qui voulait l'aider avant de fuir encore et de finalement sauter d'un pont de plus de 10 mètres de haut. Mais 10 mètres, c'est 4 étages. Très, très haut, ouais. Et elle est toujours vivante. Oui, je m'y attendais à celle-là. Mais Sabina se fracture quand même le crâne et les deux chevilles. Et elle sera hospitalisée pendant 4 mois. À sa sortie, évidemment, Sabina est mise en examen pour meurtre. Et finalement, une expertise psychiatrique se fait et conclut que Sabina présente bien des symptômes de type psychotique. La défense plaidera donc pour une altération de la responsabilité pénale et Sabina écopera finalement d'une peine de 5 ans et sera libérée plus tôt que prévu, donc en 2011. Après quoi, un peu plus qu'1 an, quoi. Voilà. Elle a été jugée en 2009 et elle est sortie en 2011. Okay. Ni Sabina ni Ursula ne donneront d'explications sur les événements. Donc c'était vraiment une histoire assez particulière à raconter, tellement il y a des zones d'ombre dans cette histoire, mais aussi difficile à comprendre, car leur geste n'a jamais été expliqué, et on ne saura jamais pourquoi les deux sœurs ont décidé de quitter l'Irlande pour l'Angleterre, de quoi elles avaient peur, et pourquoi cette attaque qui a ôté finalement la vie d'une personne qui, je rappelle, a tout fait pour l'aider. Là, si vous me permettez, j'ai envie de porter ma petite casquette de psychologue. En fait, tu l'as dit, on vous l'avait mentionné tout à l'heure, le cas de la folie à deux. Ça me fait vraiment penser à ça. Et je voudrais juste préciser certaines choses par rapport à ce sujet. Donc, la folie à deux, le terme existe d'un point de vue criminologique que d'un point de vue psychiatrique. En criminologie, le terme il est utilisé
principalement quand c'est des équipes de tueurs, et ça implique rarement des idées délirantes comme ceci, mais ça va plutôt impliquer des comportements déviants qui vont être partagés. On parlera donc plus de troubles de personnalité que de troubles mentaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est intéressant de faire une expertise criminologique, car on va pouvoir retrouver pas mal d'éléments qui vont nous permettre de comprendre le parcours criminel des uns et des autres, et de comprendre aussi comment le processus s'est établi entre les deux personnes. D'un point de vue psychiatrique, la folie à deux, c'est de la psychose partagée, si on reprend le terme utilisé dans le DSM, qui se traduit lorsqu'une personne présente des symptômes d'un délire psychotique et qu'il les transmet à une autre personne, et que justement cette dernière personne va adopter du coup les mêmes pensées, les mêmes émotions et même les mêmes comportements que la personne initialement atteinte. C'est ce qu'on appelle la contagion. On sait aussi que dans le cas des psychoses, il y a différents thèmes qui nourrit les idées délirantes, et le plus souvent, c'est la persécution. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici avec les cas des sœurs Erikson. Encore une fois, je vais faire ma petite psychologue en précisant le fait que la maladie mentale n'entraîne pas forcément un acte criminel, que ce serait vraiment une erreur de faire l'amalgame maladie mentale et crime ou dangereux. Bien évidemment, un trouble mental non traité entraîne forcément des problèmes, mais pas forcément le meurtre. D'accord. Pour votre information, si ça vous intéresse, ce genre de trouble délirant peut se transmettre soit entre 2 personnes, 3 ou voire même au sein de tout un groupe. Il faut pour cela que ces personnes soient assez proches, tant au niveau relationnel, on peut même parler de relations fusionnelles, mais qu'il y ait aussi une proximité physique, géographique, et que là où les personnes visées soient aussi psychologiquement vulnérables, ou voire qu'il y ait un trouble psychologique ou psychiatrique sous-jacent pour que le transfert puisse opérer. Il y a une étude, en fait j'ai lu un article où il mentionne une étude qui a été réalisée en 2008 et qui a révélé que ces cas sont rares, heureusement, et quand ils se produisent, ce sont majoritairement des personnes qui sont issues d'une même famille avec une prédominance de duos de sexe féminin, et le cas des sœurs est le plus fréquent, surtout en Occident. Okay. Mais il y a une histoire de 2 sœurs jumelles qui foutaient le feu, là, qui ont été aussi internées en Angleterre. Mais il y en a plusieurs. 2 enfants, en tout cas, deux sœurs jumelles. Oui, il y en a eu, oui. Qui, je pense, avant l'âge de 12 ans, avaient mis le feu dans plusieurs magasins. Je pense que ça a atteint vraiment les parfums. Ouais. Je pense que il y a eu même décès. En tout cas, ces deux-là, après, elles ont été internées, et elles ont fait un vœu de silence. Oui, je connais cette histoire. Tu vois cette histoire, oui. Moi, j'ai lu aussi une autre histoire de petites sœurs jumelles aussi, mais là, ça a été jusqu'au meurtre, quoi. Ah oui. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. Excuse-moi, moi, je pensais à la famille Trump. Je sais pas si tu connais la famille Trump. Donc, c'est une famille qui a fui. Les 4 membres de la famille sont rentrés dans une voiture et ils ont fui. Mm-hmm. Mais la fuite n'avait aucun sens. Et donc, ils ont fait une sorte de road trip, comme ça, pendant 48 heures, et puis un par un, ils sont revenus à la raison, et donc ils quittaient un par un la voiture, et c'est le père qui a gardé son délire le plus longtemps. Et ils n'avaient pas mangé un truc ou... Je sais pas, en tout cas ils étaient 4, Ah ouais. 4 à partager cette dinguerie, mais les enfants en sont sortis beaucoup plus vite que les parents. Ah ouais. C'est très étrange. Mmh. Par rapport à cette recherche que j'ai mentionnée, le diagnostic qui a été le plus retrouvé parmi les cas qui a été rapporté était bien sûr le trouble délirant, donc persécution, mégalomanie, suivi de la schizophrénie, puis les troubles de l'humeur, avec évidemment des comorbidités psychiatriques comme la dépression, la démence ou le retard mental. Dernière petite chose, dans le cas de la folie à 2, il y a encore des particularités en ce qui concerne la manière de partager le délire. Il y a différents auteurs qui ont mis en évidence plusieurs façons de faire. Il y a le délire qui est imposé, où là on a une personne qui est active, qui est imposante, et qui va obliger l'autre personne à adopter son délire. Il y a le délire simultané, où là, les 2 personnes ont déjà des délires chacun de leur côté, mais une fois qu'ils vont s'associer, leurs délires vont se compléter. Il y a le délire communiqué, où une personne va justement transmettre ses idées délirantes à une autre personne, mais qui, elle, est déjà prédisposée à la psychose. Et une dernière chose à savoir, c'est que les études qui se sont penchées sur les cas des folies à 2 ont constaté que lorsque les membres qui partageaient cette psychose se retrouvent séparés, eh bien, les pensées, les émotions et les comportements semblent s'atténuer, voire même disparaître. Plus ou moins rapidement, ça dépend de chacun. C'est un peu comme si ces personnes revenaient à leur état normal, comme si rien ne s'était passé, et c'est encore ce qui s'est passé avec les sœurs Erikson ici. Donc, ce qui est frustrant dans ce cas, c'est que dans les cas des sœurs jumelles Erikson, on a vraiment très peu d'informations, on n'a rien comme info en fait pour dresser un tableau psychologique, criminologique,
car il y a tellement de données à prendre en compte et ça aurait pu être intéressant en fait à faire une analyse à partir de ces données importantes concernant leur vie, leur parcours, etc. Donc voilà. Et en plus de ça, elles sont encore en vie et... Il y en a une qui est repartie en Suède, mais finalement est repartie vivre aux États-Unis, et donc elles ont repris un peu leur vie d'avant, ce qui est dingue compte tenu de ce qui s'est passé. C'est ça, oui. Les images, elles sont hyper spectaculaires. Oui, j'ai vu ça sur Internet. C'est vrai que la scène sur l'autoroute, là, avec le camion, quoi. Elle se fait faucher par un camion de 16 tonnes qui lui roule dessus. Il roule dessus, ouais, carrément. En fait. Ouais, elles sont possédées par un truc, quoi. C'est pas possible. Ça ferait un très bon film, ça. Bah je trouve cette folie, ces deux sœurs qui partent dans ce délire paranoïaque, ça ferait vraiment un bon film avec une fin assez tragique, avec un fait divers quand même très très dur. C'est très dur de faire un casting parce que des jumelles, il y en a pas beaucoup au cinéma. Alors je sais qu'il y a moyen parfois de faire jouer 2 rôles par une seule actrice, mais je me suis un peu penché sur les sœurs célèbres et là les seules que j'ai vraiment trouvées, c'est les sœurs Olsen. Ouais. Je pense à elles aussi. Bah oui, c'est un peu les seules qu'on connaît. Voilà, mais qui sont inactives au cinéma depuis 2004. Mais qui ont le bon âge, un physique qui est pas mal pour ce genre de rôle. Il y a matière à faire en tout cas un film intéressant et très intense. Ouais. Ok, ben voilà. Alors c'était super intéressant en fait de t'entendre sur la folie à deux, donc merci beaucoup pour ça. À fond. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Ça me fait super plaisir de faire ce genre de choses. C'est ma première histoire. Enfin, c'est la première fois que je décris une histoire de true crime. Eh ben écoute, je fais appel aux auditeurs pour évaluer cette histoire. Moi, j'ai en tout cas trouvé ça super. Ouais, c'était super. On n'a pas de soundtrack parce qu'on a 3 histoires différentes. Donc si, j'improvise, si je dis Suède, vous pensez à quoi en musique ? Bah, par Abba, ils sont suédois. Hein. Alors Abba, ils sont suédois, ouais. Bien d'accord. Alors moi, je pensais à un autre groupe qui s'appelle Röyksopp. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est un groupe suédois. Mais oui, c'est vrai que des fois... on sait que c'est scandinave, mais des fois, je m'y perds un peu. Voilà, très très bon groupe. Donc voilà. Un petit extrait de Röyksopp pour terminer en musique. Roads and getting nearer. We cover distance, but not together. I am the storm, and I am the wonder. And the flashlights, nightmares, sudden explosion. There's no room where I can go, and you've got secrets too. I don't know what to ask for. Nous sommes arrivés au bout de cet épisode. En attendant l'épisode suivant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et nous soutenir en nous versant un tip ponctuel sur la plateforme de sociofinancement Tipeee. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode qui évoquera un double meurtre qui a traumatisé l'Amérique. En attendant, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Le scénario du pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.